Peut-être déjà en introduction, pour bien resituer le contexte, quelle est la mission de IA Forensic et finalement, pourquoi est né le besoin de cette organisation? Merci. Oui, donc AI Forensics, c'est une AI qui est donc intelligence artificielle et forensics, c'est en fait la science de la criminalistique, euh, est une organisation qui est née, donc une organisation à but non lucratif enregistrée en France, donc loi de 1901, qui est née en fait sur le constat que il y a des algorithmes extrêmement influents, enfin la majorité des algorithmes les plus influents que nous utilisons au quotidien sont malheureusement extrêmement opaques. Et donc, on a besoin d'acteurs indépendants, en fait, pour pouvoir conduire des investigations et récupérer des données indépendantes sur le fonctionnement de ces systèmes. Donc, nous, on travaille principalement sur les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Donc, on a fait pas mal de travail sur YouTube, mais aussi les algorithmes de Uber, d'Amazon, même de Pornhub, qui est un algorithme dont on n'entend jamais parler parce que c'est tabou malgré que ce soit un des plus utilisés d'Internet. Et plus récemment, on a beaucoup travaillé sur TikTok depuis 2 ans. Et donc, je pense qu'on va pas mal parler de ça aujourd'hui. Mais en fait, notre mode de fonctionnement, c'est qu'on construit des outils en free software, donc ils sont libres d'accès, licence libre, que nous utilisons, qui nous permettent de récupérer des données qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas mises en fait à disposition par les plateformes via des API traditionnelles. Et on va utiliser ces données ensuite pour réaliser des investigations sur le fonctionnement des algorithmes qu'on va ensuite diffuser à la fois à des journalistes pour toucher le grand public, mais aussi aux régulateurs et qui sont en fait assez par ce genre d'analyse, puisque sinon ils ont que la version des plateformes à travers les lobbies en fait aussi de cette industrie qui sont très forts et qui fournissent des données en fait sans avoir de contre-expertise. Donc c'est un peu ça la mission, c'est de donner une contre-expertise technique pour pouvoir défendre les droits digitaux des utilisateurs vis-à-vis des intérêts commerciaux des plateformes technologiques comme américaines ou chinoises, ou, je l'espère, dans le futur européennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Alors, vous avez parlé de TikTok et en effet, le succès de la plateforme tient en grande partie à son algorithme. En quoi est-il cet algorithme si différent de ceux des autres plateformes, finalement, des autres réseaux sociaux? Et quels avantages ça donne à TikTok? Alors, donc en effet, on conçoit souvent l'algorithme de TikTok comme étant vraiment supérieur à tous les autres et assez fondamentalement différent. Alors moi, je pense que déjà, il est beaucoup plus similaire aux autres qu'il n'est différent. Il y a quelques différences qui sont importantes et que je vais mentionner, mais fondamentalement, il fonctionne de la même manière que celui d'Instagram, de Twitter ou de Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, il se nourrit des données d'interaction des utilisateurs, c'est-à-dire savoir sur quel contenu l'utilisateur va cliquer, sur lequel il va passer le plus de temps, aussi quels vont être les contenus sur lesquels les amis des utilisateurs vont interagir, et il va utiliser ça pour en fait construire un profil psychologique et d'intérêt extrêmement fin pour ensuite recommander le contenu le plus pertinent. Et en fait, c'est pas pertinent, pardon, c'est le plus engageant, puisque c'est la métrique d'optimisation principale et quasiment exclusive qui est utilisée par cet algorithme de recommandation, c'est de savoir, en fait, de sélectionner le contenu pour lequel le modèle prédictif prévoit la plus grosse probabilité que l'utilisateur reste engagé sur ce contenu. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que l'algorithme de TikTok est particulièrement puissant et particulièrement addictif, entre guillemets, par rapport aux autres plateformes? C'est qu'en fait, le design de l'impression que la vidéo avait coupé. Je reprends donc. Le design de la plateforme est en fait vraiment centré sur le For You feed, c'est-à-dire un algorithme où on a une vidéo à la fois, sur lesquelles on va pouvoir scroller très rapidement. Et donc, à chaque fois qu'on scrolle, on va donner, c'est-à-dire à chaque fois qu'on passe à la vidéo suivante ou qu'on regarde la vidéo, on va donner un point d'entraînement
précis à l'algorithme vis-à-vis pour construire le profil psychologique. Donc, je m'explique, sur TikTok, vu que c'est des vidéos très courtes, en 1 heure d'utilisation, on va fournir des centaines, voire jusqu'à 1 millier de points d'entraînement à l'algorithme, où à chaque fois qu'on scrolle, on dit « cette vidéo m'intéresse, cette vidéo ne m'intéresse pas. Celle-ci m'intéresse, celle-ci ne m'intéresse pas ». On va pouvoir très rapidement permettre à l'algorithme de cerner en fait les intérêts spécifiques utilisateurs. Sur YouTube, en comparaison, si je regarde YouTube pendant 1 heure, je vais peut-être regarder 5 à 10 vidéos. Quand j'arrive sur la page d'accueil de YouTube, on me propose une vingtaine de contenus différents. Donc si j'en clique sur une, c'est moins précis comme signal de rétroaction pour l'algorithme, pour si c'était vraiment la seule vidéo qui m'intéressait, et est-ce que c'était celle qui m'intéressait le plus. Alors que sur TikTok, on peut faire du test vidéo par vidéo et à très grande vitesse. Et c'est ça qui permet en fait à l'algorithme de TikTok d'obtenir de la donnée qui est de meilleure qualité et qui arrive à plus grande fréquence pour pouvoir créer ces profils psychologiques. Donc au final, la finalité et la métrique d'optimisation de l'algorithme de TikTok est la même que celle d'Instagram, de YouTube ou de Facebook ou de Twitter. Mais ce qui fait sa différence et sa supériorité, c'est que de par le design de la plateforme qui est centré complètement autour du For You Feed et donc de cet algorithme, ça permet à l'application de collecter une donnée de meilleure qualité. Ça permet à l'application de collecter une donnée de meilleure qualité pour entraîner l'algorithme de recommandation et cerner les intérêts spécifiques de l'utilisateur. Merci beaucoup. Alors, ce même algorithme, on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, est dans le viseur de beaucoup d'autorités de par le monde. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à cet algo et quels sont les risques à la fois pour les États et pour les individus ? Alors, on reproche des choses qui vont être en fait communes aux autres plateformes. Dans un premier, c'est-à-dire le fait que ce soit des algorithmes qui sont vraiment conçus pour être addictifs. On parle parfois de captologie, donc c'est comment vraiment capter l'attention un maximum de l'utilisateur. Et donc ça, c'est des problématiques qu'on va retrouver également sur d'autres plateformes. On a des temps d'engagement chez les jeunes notamment qui peuvent être vertigineux, où en moyenne, on a jusqu'à 2 heures d'utilisation aux États-Unis par jour de certaines tranches d'âge. C'est assez astronomique. Donc ça, déjà, c'est un premier problème, c'est le temps passé sur la plateforme et sa capacité à être. Ensuite, on a un autre problème qui va être celui des contenus problématiques et dangereux. Et là, en fait, ça aussi, c'est une dynamique qu'on retrouve avec d'autres algorithmes de recommandation qui sont entraînés pour maximiser l'engagement. C'est qu'on va avoir tendance, de ce fait, à promouvoir les contenus qui vont être polarisants ou extrémistes ou sensationnalistes de manière excessive. Pourquoi ? Parce que si on regarde un contenu qui va être plus à l'extrême et plus proche de ce qui est, on va dire, interdit sur la plateforme, ça va plus capter l'attention parce que c'est quelque chose qui est plus surprenant. C'est la même chose pour la désinformation. Si on entend une information qui est vraie, il y a plus de chances qu'on l'ait déjà entendue ailleurs, donc elle va être moins surprenante. Si on entend une information qui est fausse, il y a plus de chances qu'elle nous surprenne, qu'elle nous intrigue, voire qu'elle nous choque, ou qu'on soit pas d'accord avec elle. Mais tout ça, même si c'est de l'engagement qui peut émaner aussi avec des émotions négatives, ça reste de l'engagement pour l'algorithme et donc ça reste un feedback qui va être positif et qui va amener à recommander ce contenu à d'autres utilisateurs et à plus grande échelle. Donc ça, c'est des dynamiques qu'on va retrouver également sur d'autres plateformes, c'est-à-dire le fait, donc les dynamiques d'addiction et les dynamiques de contenu dangereux. Ensuite, ensuite, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on retrouve sur les autres plateformes, c'est le fait qu'il y a une collection massive de données à des fins de targeting, de ciblage publicitaire, personnalisé. Et c'est des données qui vont être ensuite vendues à des tiers parties de manière relativement opaque
Et donc tout ça, ce sont des pratiques sur lesquelles les régulateurs se penchent. Alors évidemment, ensuite, il y a il y a une nuance et une différence entre TikTok et les autres plateformes. C'est bien sûr le fait que TikTok soit détenu par une entreprise chinoise et donc de ce fait qu'elles doivent répondre aux demandes et parfois aux exigences du Parti communiste chinois. Et ça pose de nombreuses questions, notamment sur la capacité de TikTok, du Parti communiste chinois à potentiellement influencer et manipuler l'algorithme de recommandation. Puisque sur TikTok, comme sur d'ailleurs les autres plateformes, l'essentiel du contenu qui est regardé est recommandé par l'algorithme, et cet algorithme est extrêmement opaque. Et donc on ne sait pas comment il fonctionne, et on a vu récemment, par exemple, il y avait eu un article qui est sorti sur ce qu'on appelait le heating sur TikTok, que TikTok peut artificiellement amplifier du contenu pour le mettre en avant vis-à-vis d'utilisateurs à échelle. On avait déjà des suspicions que TikTok fasse ce qu'on appelle du shadow banning, c'est-à-dire mettre en fait, faire une forme de censure algorithmique pour certains contenus qui est qui soit trop politique, ou alors, en tout cas qui ait une couleur politique qui ne convienne pas au Parti communiste chinois. Donc ça, ce sont vraiment les suspicions qu'ont les États. Aujourd'hui, il n'y a pas de manipulation algorithmique à des fins politiques qui ait été qualifiée sur la plateforme, si ce n'est en 2018 où il y a eu en fait des documents qui ont fuité, et c'était des documents internes qui en fait décrivaient les instructions de modération fournies aux modérateurs de TikTok, à qui on demandait en fait de supprimer les contenus qui mentionnaient par exemple les manifestations sur la place Tiananmen. Donc ils ont un sujet classique qui est censuré en Chine, et ça c'était pour TikTok à l'échelle mondiale. Depuis, TikTok a déclaré avoir changé ses politiques, et d'ailleurs on trouve du contenu qui parle de la place Tiananmen sur TikTok, mais le risque est toujours existant, et donc je dirais qu'aujourd'hui c'est plus un risque potentiel qu'un risque effectif, ou plutôt qu'une menace effective qui est en fait à l'origine de ces menaces. On peut imaginer notamment, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent et qui s'intéressent à cette question, donc ce serait très risqué de la part de TikTok de faire des manipulations politiques évidentes sur TikTok, puisqu'il y a évidemment aussi des enjeux commerciaux énormes. Mais on peut imaginer notamment que si il y a une invasion de Taïwan par la Chine, les enjeux changent, et que d'un coup, ça devienne beaucoup plus pertinent pour la Chine d'utiliser cette arme psychologique en puissance pour notamment influencer l'opinion publique mondiale sur le conflit. Donc ça, c'est vraiment en fait le gros reproche qu'on fait. Alors après, il y a également un autre, c'est donc un premier pan de cette menace, c'est la manipulation algorithmique, et donc la manipulation des opinions à l'échelle mondiale. Et l'autre, c'est un pan sur la protection des données, et le fait que les données des utilisateurs soient envoyées en Chine, et elles sont de fait accessibles par les équipes de développement de l'algorithme et de l'application, qui sont quasiment exclusivement basées en Chine. Donc, pour moi, il n'y a pas trop Alors, TikTok déclare que maintenant, ils vont stocker les données des utilisateurs européens en Europe, et ceux des Américains aux États-Unis. Ce ne sont pas des mécanismes suffisants, puisqu'en fait, la substance est la plus pertinente est en fait extraite de ces données, ensuite pour en calculer toutes sortes de ce qu'on appelle des embedding space, qui en fait extrait la sémantique des donnéisations, et qui sont ensuite nécessaires pour l'entraînement de l'algorithme. Donc dans tous les cas, ces données vont continuer à revenir vers la Chine, et c'est là-dedans
qu'est contenu l'essentiel de l'information pertinente si jamais la Chine cherchait à faire des manipulations à grande échelle de l'opinion politique, ou tout simplement de comprendre les centres d'intérêt des utilisateurs occidentaux. Merci beaucoup Marc. Peut-être une toute petite question pour finir, parce qu'on arrive bientôt à la fin du temps imparti, mais qu'en est-il de la version chinoise de TikTok, Douyin? Est-ce qu'elle est également un outil politique de manipulation auprès de la population? Oui, alors évidemment, l'écosystème politique, l'écosystème Internet chinois est tout à fait différent. Et donc l'application sont des outils de politique aux mains du gouvernement, mais ça c'est quelque chose qui est clair et donc dont personne ne se fait sur lequel personne ne se fait d'illusions. Douyin, c'est en fait d'un point de vue technique, c'est un clone de TikTok, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec le même algorithme et essentiellement le même code source. Par contre, ce sont des librairies, le contenu qu'on va y trouver est complètement différent, c'est-à-dire que ce sont juste deux librairies de contenu distinctes, mais avec un fonctionnement algorithmique extrêmement similaire. Alors évidemment, ensuite, c'est la modération du contenu sur Douyin se fait à la chinoise, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont interdites, et ça, tout le monde en est conscient. Mais d'un point de vue technologique, ces mêmes équipes et les mêmes développeurs qui développent l'algorithme de TikTok et de Douyin. Alors, il y a eu un petit peu, souvent j'ai entendu dire cette question sur alors est-ce que c'est vrai que sur Douyin, on ne voit que du contenu éducatif parce que le gouvernement chinois cherche à éduquer ces jeunes, alors que sur TikTok, on ne voit que du contenu de divertissement. Je pense que c'est un raccourci. Sur Douyin, c'est également en majeure partie du divertissement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement chinois a mis en place des mesures extrêmement strictes pour limiter l'utilisation de ces applications, notamment auprès des jeunes, qui sont limitées à 40 minutes par jour, jeux vidéo compris, alors qu'on voit qu'en Europe ou aux États-Unis, on est sur des temps d'utilisation bien plus forts, mais tout cela reste cohérent, on va dire, avec la politique et la philosophie du gouvernement et du contrôle du gouvernement sur sa population. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces éclaircissements. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la visio à distance en dernière minute. On sait tous que les petits problèmes de train en ce moment. Donc merci beaucoup et bon courage pour la suite alors. Merci à vous. D'un vrai de ne pas avoir pu être là en personne, mais merci pour